Eh bien, aujourd'hui, nous avons encore l'occasion de recevoir Mathieu, puisque la dernière fois, il nous avait parlé de la campagne. Et puis aujourd'hui, dans notre programme des questions, des réponses autour des événements des derniers jours, nous le recevons à nouveau encore parce que lui, il va nous parler de la ville, des villes. Parce que souvent, quand on parle de la campagne, on met la campagne en opposition ou bien en parallèle avec la ville. Donc la dernière fois, nous avions dit que bien qu'il était bon de vivre à la campagne. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous allons parler de la ville, nous allons parler des bienfaits, s'il y a des bienfaits, mais aussi les côtés négatifs de la ville. Et puis nous allons prendre le plaisir de savoir comment faire si on devrait laisser la ville et tout ça. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on trouve en ville, Mathieu? Qu'est-ce qu'on trouve en ville en général quand on va à Fort-de-France? Pas à Fort-de-France. Oui. Dans les villes, qu'est-ce qu'on trouve? Il faut reconnaître que depuis que les hommes sont ensemble, et ils se développent, ils vont avoir de la croissance. La croissance, on a trouvé dans la Bible des hommes comme ça, depuis Caïn, Nimrod, etc., qui étaient des bâtisseurs. Eh bien, ces hommes-là vont devoir développer les villes. Les villes se développent parce qu'il faut bien que les êtres humains puissent arriver à vivre ensemble et arriver à survivre ensemble. Et donc, de plus en plus, il y a de plus en plus de villes qui sont des millions de gens, même dans certaines communautés. Et c'est pour cela que dans la ville, on essaie d'établir une science qui s'appelle l'urbanisme, qui permet de pouvoir avoir un vivre ensemble au niveau de l'hygiène, la voirie, au niveau de l'éducation, les écoles, au niveau de la médecine, les hôpitaux. Alors, c'est pour cela que plus il y a du monde, plus on essaie de concentrer pour minimiser les coûts, développer. Enfin, il y a plusieurs approches de l'urbanisation aussi, de l'urbanisme, et qui font que c'est toute une science. Quel endroit on va implanter ce supermarché, et même il y a l'économétrie qui permet, j'ai étudié cette science dans l'économétrie, qui permet de l'appliquer à l'urbanisme pour savoir où est-ce qu'il faut implanter un supermarché. Et quand vous avez des petits sondages ou bien que vous passez votre carte bancaire ou que vous donnez d'autres noms à la caisse, ça sert à savoir où est-ce qu'on va développer ensuite des éléments qui permettront aux êtres humains de vivre ensemble. D'accord. Alors, on voit un petit peu qu'est-ce que Mathieu nous a dit. Il nous a parlé j'ai appris beaucoup de mots avec Mathieu. Mais Mathieu, dis-moi, la première personne qui a construit une ville s'appelle comment? Est-ce qu'il y a une première personne dans l'histoire du monde, de la planète, qui a construit une ville? Alors, on parle clairement de Nimrod. Nimrod, c'est un grand bâtisseur. C'est lui qui a fait Ninive, c'est lui qui a fait Tarsis, c'est lui qui a fait Babel, c'est lui qui a fait tout ça. Et c'était un fils de Couche. Donc, pour ceux qui sont un petit peu africanistes, bon, c'est pas forcément le sujet, mais c'est un noir. Donc, il a appris avec Noé, qui était lui-même celui que Dieu lui a appris à construire avec le bitume, c'est-à-dire le pétrole, le goudron, ce qui fait que lorsque c'est construit, ça se solidifie, le bois ou la pierre, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de truc qui va s'abîmer. Donc, il a appris comme ça à faire les ziggourats et les pyramides et tout ça. Donc, c'est de là que viennent les premières personnes qui ont vraiment construit. Parce que des fois, on dit que les Noirs, bon, ils étaient en Afrique en train de grimper dans des arbres, mais ça, c'est pas le sujet, on va pas entrer dans cela. Mais la Bible nous révèle que Nimrod était le premier bâtisseur et il a été un grand bâtisseur devant l'Éternel. D'accord? Alors maintenant, quand on regarde des immeubles, alors on voit qu'il y a une concentration de personnes dans l'immeuble. Et quand on voit qu'il y a une concentration de personnes, il y a parfois beaucoup de violence qui s'installe. Il y a un esprit, il y a de la promiscuité qui s'installe aussi. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui sont dans les immeubles, et puis il y a d'autres qui viennent, et puis on maintient quelque chose. Donc l'idéal, on s'est rendu compte aussi que dans certains pays où les gens habitent dans des maisons individuelles à terre, il y a moins de violence, il y a moins... Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, qu'on peut dire que la ville, c'est symbole d'endroits où on trouve la violence en grande quantité, bien développée, et on va dire vraiment dans toute sa largeur? Alors, aussi, au niveau de la criminologie, on trouve des crimes en campagne, des crimes en ville. Mais le fait qu'il y ait plus de personnes qui se réunissent et c'est plus intense leur rencontre, c'est la proximité qui crée une certaine forme de promiscuité qui va engendrer toutes les dérives qui vont se réaliser dans la société. C'est justement pour cela. Alors, on a essayé aussi des fois de faire la mixité sociale, mais ça ne marche pas si les gens n'ont pas des intérêts communs. Donc, c'est pour cela que on essaie de mettre la maison pour tous, on essaie de mettre des facilitateurs de vie, c'est-à-dire des personnes qui sont conseillers conjugaux, etc., conseillers familiaux. Mais en réalité, la ville, c'est un défi tellement énorme que selon moi,
si on peut ne pas faire comme en Occident, parce qu'en Occident, en Europe, on a développé une base de villes, des villes pour se protéger aussi. Hein, ce sont des villes qui étaient gardées depuis le Moyen-Âge. Et ça s'est développé comme ça. Mais aux États-Unis, l'urbanisation s'est développée différemment. Les villes sont étalées sur des kilomètres parce que le centre de certaines villes, c'est la voiture. Qui a fait qu'il y a moins cette proximité des gens. C'est plutôt la voiture qui les relie. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas forcément un centre-ville. Il y a des endroits où il y a des centres-villes. Donc, quand il y a des centres-villes, il y a autour des quartiers difficiles où la répartition sociale engendre, multiplie exponentiellement les problèmes sociaux. D'accord. Alors, je vois que Mathieu développe c'était vraiment... C'est une science. Hein? Il est en train de m'instruire concernant la ville, mais moi, je ne sais pas. On me dit que lorsqu'on vit en ville, si on ne veille pas vraiment, on risque d'avoir un certain nombre de maladies. C'est vrai, ça? Non seulement des maladies, mais des problèmes psychiques, des problèmes relationnels, des problèmes de violence, la drogue, la délinquance, la prostitution, les meurtres, les crimes, l'alcoolisme, tout ça se développe fortement, mais de manière plus visible parce qu'il y a plus de personnes. Tandis que lorsqu'on est à la campagne, le tissu social est plus fort, il est naturel. Oui, voilà, il est naturel. Tandis que le tissu social, la solidarité sociale en sociologie est plutôt mécanique, c'est-à-dire que c'est organisé par des services sociaux, assistance sociale, médecins, etc. Tandis qu'à la campagne, il y a tati, tonton, mais à la ville, il faut quelqu'un qui garde les enfants. Donc, tout est fait pour pouvoir travailler, pour avoir un lien social. Tandis qu'à la campagne, ton lien social, c'est à la naissance. Ta place sociale est à la naissance. Donc, ce qui veut dire que quand tu es à la campagne, tu es dans un cadre plus rassurant, parce que pour avoir accès, par exemple, à une jeune fille à la campagne, il faut passer par tonton et papa et cousin. Mais quand c'est à la ville, maintenant c'est Internet, etc., boîte de nuit ou autre, et c'est là où c'est plus facile pour le rapace, mais plus délicat pour la jeune brebis. Et tu comprends l'image. Donc, ce qui veut dire que ce sont des fléaux sociaux, et à la campagne, c'est un peu plus une vie, selon moi, que je recommande, parce que la ville a des dangers. Alors, si on arrive à faire comme dans l'urbanisation, on arrive à faire quelque chose qui est vivre à la campagne, pas trop loin d'une gare ou d'une route, 13 km, 20 km, même 40 km, parce que les villes s'étendent de plus en plus, et aller travailler à la ville, prendre ce qu'il y a de bon, les développements, la technologie, le travail, quoi. Il y a une usine, il y a un travail, un bureau, et puis retourner dans son petit cocon à la campagne. Oui, alors, Mathieu, laisse-moi donner une chose. Est-ce que cela voudrait dire que les chrétiens, parce que comme on regarde un petit peu la situation de la ville, est-ce que ça voudrait dire que les chrétiens devraient carrément laisser les villes là, dire bon, ben les villes c'est déjà perdu, c'est déjà Babylone, c'est déjà... Et puis, qu'est-ce qu'un chrétien, quand on se reconnaît, quand on se dit un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à la ville? Moi je dis que nous sommes dans le monde, dans la ville, mais nous ne sommes pas de la ville, dans le théâtre de l'esprit de la ville. On doit être une lumière qui brille dans la ville. Il ne faut jamais laisser les villes pour se réfugier, parce qu'il faut, tant qu'on peut, tant qu'on a la liberté de le faire, aller dans la ville, apporter quelque chose de différent, parce que c'est là où les gens sont. Jésus allait dans les villes. Il allait à Capernaum, il allait dans les grandes villes, et à un moment, il se retirait aussi. Donc, c'est cet équilibre qui permet de pouvoir apporter quelque chose en se ressourçant tout le temps. Et à ce moment-là, le jour qu'on devrait vraiment, comme chrétien, se retirer de la ville, c'est au moment où la vie dans la ville n'est plus accessible. Donc, nous avons toujours dans notre petit coin la campagne, le petit jardin, mais on se ressource pour apporter quelque chose dans la ville. Mais jamais fuir la ville. D'accord. Donc, la ville reste un endroit où on devrait ne pas déposer ses intérêts dedans, si je peux comprendre, mais ça reste toujours un endroit où je dois pouvoir y aller, faire ce que j'ai à faire, mais ne pas déposer mes intérêts dedans. C'est exactement plus de comprendre la chose. Exactement. Maintenant, il y a une autre question encore, c'est que bon, quand on regarde, on nous dit bon, moi, je dois préférer la vie, préférer la campagne. Est-ce que cela voudrait dire bon, ben, du jour au lendemain, bon, ben, j'arrive, chérie, les enfants, écoutez, demain matin, on part, on vit à la campagne, et puis, est-ce que c'est ça? Alors, c'est ça, ou est-ce que ça demande d'être préparé, de faire des choses pour qu'on puisse partir à la campagne? Vivre à la campagne peut être un gros traumatisme. Ah bon? J'ai vécu dans la ville pendant au moins beaucoup d'années, des décennies. Et quand j'ai dû monter seulement un monde de 100 mètres, j'allais me coucher après. Parce que vivre à la campagne va t'épuiser physiquement. Ah, d'accord. Le temps de t'habituer.
Le temps de t'adapter. Maintenant, je parle physiquement, mais du point de vue de la relation familiale, tu dois construire, tu dois faire des choses, passer d'un chemin boueux, tu dois, etc. Mais vivre à la campagne fait que pour ton épouse qui est habituée à vivre dans une grande ville, ou tes enfants qui sont habitués juste avec le luxe, ils appuient sur un bouton, il y a de la nourriture dedans, etc. C'est un grand défi qui peut faire exploser la famille. Mais si c'est vécu vraiment dans l'amour, dans la méditation, ça va retisser les liens et ça va vous permettre de construire quelque chose de fort. Parce qu'un cocon familial, c'est ce qui fait la force d'un couple et d'une famille. Donc, je recommande sincèrement, tant qu'on peut, d'être à la campagne, mais bien sûr, de pouvoir s'épanouir dans la ville. C'est là qu'il y a l'université, c'est là qu'il y a les écoles, etc. Maintenant, si on doit développer un projet de garderie, un projet de petite école, un projet de proximité, par exemple. Le commerce de proximité, c'est formidable parce qu'on travaille à la campagne, on éduque les enfants à la campagne, et puis pour certaines choses, on peut aller s'éduquer dans certains centres de la ville. Donc, trouver un équilibre. Oui, donc si je comprends bien, moi, si je dois dire, bon, mais je vais vivre à la campagne, je dois quand même préparer mes enfants, je dois préparer l'épouse, je dois m'asseoir, comme dit la Bible, calculer mes affaires, savoir si je peux acheter un petit morceau de terrain, et ce morceau de terrain, si je peux construire dessus, quel type de construction faire. Parfois, on peut penser que bon, c'est du béton, alors que c'est pas du béton, ce serait du bois, ce serait le mieux. Parfois, on peut penser faire une grande maison, alors que ce serait pas une grande maison, de préférer la vie en grand terre, juste le petit coin pour entrer le soir dormir. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on devrait réfléchir. Et puis aussi vivre à la campagne, ça veut dire chercher un moyen pour que si demain matin il n'y a pas d'eau, que je puisse avoir un réservoir, avoir de l'eau, pour ne pas laisser la famille sans eau. C'est vraiment, ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande d'être très intelligent, de s'instruire beaucoup. Bon, avant de planter un pied de banane, je lis tout ce que c'est écrit dessus. Oui, non, pour mais être sûr, et je demande à tous ceux qui s'y connaissent de m'expliquer. Après, avant de faire un potager. Et finalement, au bout d'un moment, on connaît beaucoup de choses. On devient expert. On devient un citadin, mais en même temps un campagnard. Un campagnard. Et comme ça, on est complet. Et je pense qu'il ne faut pas se réfugier dans une fuite. On fuit dans la campagne, parce que si on fuit dans la campagne, ça veut dire qu'on a peur. Or, tout ce qu'on fait doit être équilibré, et nous devons être dans une sorte de lumière qui nous permet de savoir en avance proactif. Ce qu'on est en train de faire, surtout si on a une famille avec nous, eh bien, on doit pouvoir s'instruire beaucoup, et c'est enrichissant. Donc, ce qui fait que quand on réfléchit, aujourd'hui, nos institutions, les institutions, que ce soit, quelle que soit l'église, hein, parce que moi, je suis pas dans une affaire d'église adventiste ou autre, mais quel que soit celui qui veut faire des choses, il devrait plutôt choisir de pouvoir construire en campagne, et puis aussi toujours avoir un regard de bienveillance envers la ville, parce que la ville reste quand même un lieu où il y a quand même des gens qui y vivent, et ils ont toujours besoin de la bienveillance, c'est ça? Oui. Eh bien, tu sais, Mathieu, comme je te dis, notre ennemi, c'est le temps. Oui. Nous avons déjà épuisé notre temps. Donc, si nous voulons récapituler la vie, entre les deux, choisir la vie à la campagne, c'est le meilleur pour la santé. Mais maintenant, quand on ne peut pas faire autrement, si on vit en ville, donc chercher à pouvoir être au mieux, et puis, sinon, dire à tout un chacun de pouvoir faire des bons choix. Donc, le temps est fini. Oui. Donc, malheureusement, on ne pourra même plus ajouter un petit mot. Donc, nous vous encourageons à rester à notre écoute. Et quel que soit le moment où vous prenez, sachez que vous serez toujours sur les bonnes auspices de notre bienveillance. Et puis, nous vous disons à la prochaine fois pour une prochaine émission des questions, des réponses autour du livre Événements des derniers jours. D'accord. Au revoir, Mathieu. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.